Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un bus de la compagnie STM en provenance de Lomé pour Niamey a été victime d'un accident dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025 sur la route inter-État numéro 2. Le bilan provisoire fait état de morts 9 rescapés et 44 personnes portées disparues. À l'ère du numérique, les influenceurs occupent une place dans la vie des jeunes et façonnent souvent leur comportement et opinions. Les influenceurs sont-ils vraiment des modèles à suivre? La réponse dans un instant. Et puis la France a réagi aux accusations de la junte malienne visant un Français présenté comme membre d'un complot présumé contre Bamako. Paris affirme qu'il s'agit d'un agent de l'ambassade française et qualifie ces accusations d'infondées. Le drame s'est produit dans la nuit du dimanche 17 août 2025 aux environs de minuit à hauteur du pont de franchissement du fleuve Ouémé à Tio dans la commune de Glazoué. Un bus de transport en commun de la compagnie STM transportant 54 passagers a violemment percuté la rambade du pont avant de finir sa course au fond des eaux. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, s'est rendu sur les lieux du drame accompagné du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadji. Suivons-les. Comme vous le constatez, nous sommes arrivés ici avec notre collègue, le ministre conseiller aux infrastructures au cadre de vie, accompagné du préfet des collines, du DGPR et puis du DG ABPC et leurs collaborateurs. Nous avons aussi le maire qui est avec nous. Eh bien, nous sommes arrivés parce que nous avons reçu l'information très tôt ce matin, parce que l'accident a eu lieu aux environs de 1h du matin. Nous avons été aussitôt informés et nous avons activé la plateforme qui est chargée de la gestion des catastrophes et tous les principaux acteurs se sont mis à pied d'œuvre. Je crois que les choses évoluent très bien. C'est vrai, nous n'avons pas encore tiré le bus de l'eau, mais la grue est déjà là. Les différents outils sont en train d'être réunis et d'un instant à l'autre, l'opération sera faite. Tous les acteurs sont là, ils sont suffisamment aguerris, ils ont l'expérience requise et ça sera fait dans les conditions les plus appropriées. Donc, à la fin, lorsque les corps seront retirés, eh bien, le ministre de la Santé a déjà pris toutes les dispositions au niveau des hôpitaux pour que ces corps soient récupérés et conservés dans de bonnes conditions, afin qu'on puisse organiser la remise des corps aux parents. Bon, pour ce qui concerne les blessés, ceux qui sont sortis, ils sont un certain nombre, ils sont 9. On a déjà récupéré un corps. Pour les 9 rescapés, ils sont en train de suivre des soins dans nos centres de santé. Et je crois que ça se passe très bien et que d'ici là, ils vont recouvrir leur santé. Donc voilà ce que je peux dire en attendant qu'on commence l'opération proprement dite et qu'on puisse apprécier les résultats. Nous présentons au nom du chef de l'État, du gouvernement, les sincères condoléances aux familles éplorées. Nous tenons aussi à leur exprimer notre compassion. Le chef de l'État a été très touché par cet événement. Il a insisté pour que toutes les dispositions soient prises afin que les choses se passent normalement. Normalement, et je crois que depuis que nous avons reçu l'information, jusqu'à cet instant, nous sommes dans cette dynamique-là. Les choses se passent bien et nous ferons tout pour qu'elles se passent bien jusqu'à la fin. Donc pour les blessés qui sont dans nos hôpitaux, nous leur souhaitons une prompte guérison et nous comptons sur nos agents de santé. Je crois que, en tout cas, notre collègue de la santé y veille
pour que les soins les plus appropriés leur soient administrés. Je voudrais saisir l'occasion pour parler encore une fois aux usagers de la route. Parce que si chacun respectait le code de la route, cette situation n'arriverait pas. Vous avez vu que le pont est bien équipé de 4 corps. Ça veut dire que si ce bus était à une vitesse normale, il y a d'abord les contre-roues qui sont ici, qui vont d'abord le freiner et ensuite il ne pourra pas aller défoncer les 4 corps comme il a fait. Je suis convaincu que ce conducteur serait certainement en train de dormir. Parce que s'il ne dormait pas, je ne vois pas quelle situation peut l'amener à occasionner la mort de tant de compatriotes. Et enfin, je vais présenter, et le ministre de l'Intérieur va le faire davantage tout à l'heure, les condoléances du gouvernement, de son chef et à l'ensemble des familles éplorées. Dans un tout autre registre à présent, ils sont suivis par des centaines de personnes réunissant autour d'eux des communautés fidèles. Ce sont les influenceurs, ces personnes devenues célèbres sur les réseaux sociaux, postent des vidéos et des photographies. Ce sont des figures familières qui font partie intégrante du quotidien des personnes, parfois même au titre des exemples. Les influenceurs sur les réseaux sociaux sont-ils des modèles à suivre? Voici quelques citoyens ont répondu à la question. Moi, je peux prendre la chose sur 2 volets. Je donne par exemple l'exemple de l'Ivoirienne et Yao. Cette dame n'enseigne rien de bon parce qu'elle est dans la dépravation totale. C'est des gens qui ont un temps soit peu détruit nos mœurs parce qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes une éducation digne du nom pour le transmettre à la nouvelle génération. Mais par contre, il y a d'autres influenceurs et des influenceuses qui disent des choses positives que les gens peuvent prendre au sérieux. Mais dans l'ensemble, les gens ont pensé tant ça peut que le 21e siècle est un siècle de la dépravation, où les gens n'ont pas eu le sens de l'éducation. Parce que l'éducation africaine est l'original. Bon, on dit souvent enfant et non avoir mimlan, tu comprends un peu. Sur quelqu'un, c'est-à-dire moi, selon moi, c'est ce que le veut te montre en fait. Même si ils font ci, ils font ça, toi tu ne sauras pas. Mais celui avec qui tu as vécu, tes proches, tes cousins, dans le même quartier, ce que tu as vécu ensemble, au moins tu peux pas ce genre de personnes, entre mettre leur dire, et hier, mon fils, tu vois, il a fait par ici, il a pris par ici, que s'il a fait pour évoluer, c'est s'il a fait ci. Les influenceurs, ils ne montrent jamais ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. Ils te montrent juste à l'étape qu'ils sont. Donc imagine, il te dit que c'est ça ils ont fait, toi tu ne vas pas croire. Mais quelqu'un qui te dit quelqu'un qui a vécu dans ton milieu de vie ainsi comme que toi, au moins toi tu peux, même si tu ne connais pas à 100% de quelque chose de lui, au moins dans 70% tu peux connaître quelque chose qu'il a fait. Mais les influenceurs, ils te montrent juste les résultats, toi tu ne connais rien. Donc je ne pense pas qu'il faut suivre les influenceurs en fait. Ceux qui parlent de sexe, des trucs bizarres là, moi j'aime pas les suivre. Mais j'aime ceux qui font les vidéos cachées et après ils reviennent pour faire le social. Je suis ce genre de personne. Il y a d'autres qui donnent les astuces sur la santé. Je les suis. Et aussi, bon, quelques-uns qui font des comédies. Quand on va parler de l'homosexualité, où vous voyez sur TikTok 2 garçons qui s'embrassent, bien 2 femmes qui s'embrassent. C'est des choses à condamner, c'est des choses contre nature, qu'on ne doit pas admettre en Afrique. Parce que Dieu qui a créé l'homme et la femme, Dieu sait pourquoi il a créé l'homme, il sait pourquoi il a créé la femme. Et vous allez voir quand on va vers la Bible, quand Dieu a créé Adam, le temps où il a créé Adam, il a créé Ève, Adam a dit, et maintenant, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mon os. Une femme qui va aller vers une femme, un homme qui va aller vers un homme. Quel enseignement on peut en tirer de ça? Donc, quand on voit dans l'ensemble ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Et la majorité va dans la dépravation. Et ça détruit nos mœurs, nos cultures. Nous sommes africains, nous devons garder notre dignité, notre originalité. Souvent, ceux que
Ceux dont moi j'ai su les vidéos là, c'est les Nigériens. Parce que c'est ceux qui sont dans le social. Parce que tu vas voir les trucs qui montent, c'est vraiment des vidéos sensibles. Donc si moi j'aime suivre ces genres de personnes, parce que ça m'intéresse. Mais si on interdisait, les enfants qui n'ont pas reçu l'éducation digne vont penser que nous sommes en train de les priver de ce qu'ils sont en train d'aller chercher. Mais je souhaiterais que l'enfant aille à la découverte pour qu'il puisse faire la distinction de ce qui est mauvais et ce qui est bon. Parce que plutôt l'enfant connaît, maîtrise ce que vous l'enseignez, et quand il va aller faire la découverte demain, ailleurs, il va dire, ah ça là je constate depuis la maison. Il saura comment s'y prendre. Et ceci, il faut sur quelqu'un, il faut sur apparemment ses parents, celui que tu connais mieux de suivre ses parents ou bien celui qui vient au même milieu que toi, quoi. Les influenceurs, tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qu'ils te vendent, c'est ce que eux veulent, ils te montrent en fait. Et puis, hors du Bénin, le Gabon a célébré la fête de son indépendance ce dimanche. Lors de son discours annuel à la nation à la veille de cette commémoration, le président Brice Oligui Nguema a dévoilé des mesures destinées à renforcer l'attractivité économique du pays et impulser un développement durable. Suivons un extrait de ses propos. En 2026, nous allons également lancer un vaste programme de digitalisation, comprenant l'octroi de 10 000 ordinateurs aux jeunes entrepreneurs du secteur, afin que, par leur innovation, ils valorisent la destination Gabon et positionnent notre pays comme un acteur dynamique dans l'économie numérique. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je tiens à vous rassurer que tous les chantiers d'infrastructure et projets sociaux lancés durant la transition seront menés à terme. Par ailleurs, j'insiste sur l'importance de la planification. Nous ne pouvons tout réaliser simultanément et partout à la fois. Il nous faut concevoir une stratégie fondée sur des priorités de notre développement, puis l'exécuter avec pragmatisme et réalisme. Cette approche méthodique est un impératif nécessaire. Planifier, c'est organiser selon un plan et des méthodes déterminées, loin des passions et des subjectivités. Dans notre démarche de planification stratégique, aucune région du territoire national ne sera oubliée. Chaque province bénéficiera équitablement du développement, selon un planning maîtrisé et cohérent. J'en fais le serment. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, le Gabon, notre cher pays, est une terre de richesse naturelle, de culture plurielle, d'hommes et femmes talentueux, malgré les nombreux défis auxquels nous faisons face. Nous devons rester unis et déterminés à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. La commémoration de ce 65e anniversaire doit également être placée sous le signe de la culture du vivre ensemble. Le patriotisme, la paix et l'unité nationale sont désormais notre force. Nous devons montrer qu'au-delà de nos différences, nous sommes avant tout les fils et filles du Gabon. Plus que jamais, c'est ensemble que nous relèverons les défis de la diversification économique, de la production et de la transformation locale, de la justice sociale, de l'éducation et de la préservation de notre environnement. Mes chers compatriotes, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. C'est avec cette foi, en la bénédiction divine sur nos œuvres, que je salue les efforts de tous les travailleurs infatigables, les jeunes porteurs d'innovation, les femmes engagées, les anciens
qui nous guident par leur sagesse. Je crois en votre patriotisme. Dans ce Gabon nouveau, chacun de nous a un rôle à jouer dans l'édification d'un pays plus juste, plus prospère et plus solidaire. Sans ignorer le passé, tournons-nous vers l'avenir avec confiance, détermination et ambition. Investissons dans l'éducation de nos enfants, dans des infrastructures durables, dans une gouvernance transparente et inclusive. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, célébrons notre indépendance en réaffirmant notre attachement à la patrie. Vive le Gabon, vive la Ve République, que Dieu et les mains de nos ancêtres nous guident. Au Nigeria, un bateau ayant à bord 50 passagers a chaviré dans une rivière au nord-ouest du pays, causant la disparition de plus de 40 personnes. Le drame s'est produit ce dimanche dans l'état de Sokoto, au moment où le bateau transportait des passagers en direction d'un marché régional. Les recherches se poursuivent pour retrouver les victimes encore sous l'eau. Le reportage. Au Nigeria, les recherches se poursuivent après le naufrage d'un bateau transportant 50 personnes. Plus de 40 passagers sont toujours portés disparus, selon l'agence de gestion des urgences du pays. L'incident s'est produit dans l'état de Sokoto au nord-ouest, alors que le navire mettait le cap sur le marché de Goronyo. Les naufrages de bateaux sont récurrents au Nigeria, le transport par voie d'eau étant le moyen le plus utilisé pour les déplacements en zone rurale. En novembre 2024, un bateau a chaviré dans le centre de l'état du Niger, faisant des dizaines de morts. Le non-respect de mesures de sécurité serait l'une des causes de ces accidents. Lors d'un meeting tenu ce samedi à Yopougon, Laurent Gbagbo a exprimé son opposition à la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Il considère donc qu'une nouvelle candidature du chef de l'État serait non seulement illégale, mais aussi contraire à l'esprit de la Constitution. Suivons. Que tous les Ivoiriens attendaient avec impatience. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo affirme son opposition à un 4e mandat d'Alassane Ouattara à la tête du pays. Le chef du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI a pris la parole samedi devant ses militants à Abidjan pour dénoncer ce qu'il appelle une dérive autoritaire de la part de son successeur au sommet de l'État. Tout en promettant qu'il sera bel et bien dans la course lors de la prochaine présidentielle, l'homme de 80 ans a martelé sa volonté de faire barrage à l'actuel président, candidat déclaré à sa propre succession. Laurent Gbagbo est exclu de la liste électorale depuis fin 2018, après sa condamnation dans l'affaire du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010-2011. À environ 3 mois du scrutin, l'ex-chef de l'État ivoirien réclame toujours une réintégration, alors que certains cadres du PPACI suggèrent un plan alternatif. Cette proposition a déjà coûté à l'un de ses plus proches collaborateurs une radiation des instances du parti. Awa Donmelo a déjà déclaré sa candidature à l'élection d'octobre. La diplomatie française a rejeté ce samedi les accusations de Bamako visant un ressortissant français arrêté pour tentative de déstabilisation. Paris affirme qu'il bénéficie du statut diplomatique et réclame sa libération immédiate. Le reportage. La France a réagi aux accusations portées par la junte malienne contre un Français interpellé à Bamako. Paris indique que le nommé Yann Vézilier est un membre de l'ambassade de France au Mali et que les accusations portées contre lui sont infondées. Cet homme a été arrêté il y a quelques jours par les autorités du Mali et présenté comme faisant partie d'un groupe de personnes accusées d'avoir participé à un complot présumé visant à déstabiliser le pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministère français des Affaires étrangères a fait savoir qu'un dialogue est en cours pour dissiper tout malentendu, ajoutant que l'arrestation de l'homme constituait une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Les rapports autrefois étroits de la France avec ses anciennes colonies de la région du Sahel en Afrique de l'Ouest se sont dégradés ces dernières années depuis l'arrivée de régimes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré avoir discuté des moyens de mettre fin au conflit en Ukraine sous une base équitable lors de sa rencontre en Alaska avec son homologue américain Donald Trump. S'adressant à des hauts responsables à Moscou au lendemain des pourparlers, Poutine a souligné que le sommet était opportun et très utile. Suivant. Vladimir Poutine a qualifié de très franches ses discussions avec le président américain Donald Trump en Alaska. Samedi, le président russe a déclaré que les deux parties exprimaient un intérêt commun à mettre fin à la guerre en Ukraine. Je tiens à souligner d'emblée que la visite a été opportune et très utile. Nous avons discuté de pratiquement tous les domaines de notre interaction, mais tout d'abord, bien sûr, nous avons parlé d'une possible résolution de la crise ukrainienne sur une base équitable. Et bien sûr, nous avons eu l'occasion de parler de la genèse, des causes de cette crise, ce que nous avons fait. C'est précisément l'élimination de ces causes profondes qui devrait constituer la base du règlement. Le sommet d'Anchorage n'a pas abouti à une cessation des hostilités en Ukraine, mais le chef du Kremlin garde une note positive. Je le répète une fois de plus, nous avons eu l'occasion d'exposer notre position calmement et en détail. Bien sûr, nous respectons la position de l'administration américaine qui considère qu'il est nécessaire de mettre rapidement fin aux hostilités. C'est également ce que nous souhaitons et nous aimerions passer à la résolution de tous les problèmes par des moyens pacifiques. La conversation a été très franche, informative et à mon avis, elle nous rapproche des solutions nécessaires. Après Vladimir Poutine, Donald Trump reçoit lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés ce dimanche pour réclamer de le gouvernement un accord de cessez-le-feu à Gaza qui garantirait la libération des otages, l'un des plus gros rassemblements de solidarité en Israël depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. C'est après moi. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Tel Aviv dimanche pour manifester leur soutien aux familles des otages détenus à Gaza. Ces Israéliens ont appelé à la libération des otages restants et à la fin de la guerre dans l'une des plus grandes manifestations en 22 mois de conflit. Nous sommes fatigués de la guerre, nous sommes fatigués de l'abandon, nous sommes fatigués du sacrifice, mais aussi de l'autorisation de publication après la mort d'un soldat. Nous exigeons un accord global pour ramener 50 otages à la maison. Les manifestants se sont rassemblés à des dizaines d'endroits, notamment devant les maisons des hommes politiques, les quartiers généraux militaires et sur les grands axes routiers. Certains restaurants et théâtres ont fermé en signe de solidarité. La police a déclaré avoir arrêté au moins 38 personnes. Nous nous levons maintenant pour sauver les otages, les soldats. Nous exigeons un accord global et applicable et la fin de la guerre. Nous exigeons ce que nous méritons, nos enfants, et nous continuerons à exiger jusqu'à ce que nous les récupérions tous. La frustration grandit en Israël face au plan d'une nouvelle offensive militaire dans certaines des zones les plus peuplées de la bande de Gaza. De nombreux Israéliens craignent que cela ne mette encore plus en danger les otages restants. Sur les 50 otages restants, 20 seraient encore en vie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.